Bienvenue dans ce nouveau podcast de la série Ce que parler veut dire. Aujourd'hui, notre podcast s'intitule Le début du débat. Je retiens de notre précédent entretien que la langue nous impose sa législation au risque de formater notre manière de penser et notre façon de la dire. Est-ce bien ça? Oui, nous imaginons et nous revendiquons être autonomes et nommer nous-mêmes la réalité de l'état des choses. Mais, sauf à réfléchir et à analyser préalablement chacun des mots de notre langue, nous sommes à vrai dire hétéronomes. Et donc, nous ne sommes pas autonomes. Les Égyptiens l'avaient déjà compris il y a plus de 5000 ans. La coiffe symbolique du pharaon était nommée Nems, N-M-S. Et elle renvoyait déjà par avance au nomos des Grecs et à notre nom. Et elle signifiait en ce sens que celui-ci, le pharaon, était donc un nomarque, et selon la tradition, le seul à savoir et pouvoir nommer la réalité en priant, et en la faisant ainsi paraître, ce qui induit que ses fidèles s'en tenaient donc à sa parole. Pourrait-on dire en conséquence que nos langues limitent nos débats? Forcément. Voire elles sont même la cause de nos malentendus, et pas seulement en raison de faux amis. Chaque langue prépose puis propose des mots sous la forme de combinaisons particulières de sons. Et toute interrogation contraint les locuteurs, et en l'occurrence les interlocuteurs, à poser une question en la formulant préalablement. Et l'interrogation se trouve en conséquence circonscrite par le vocabulaire qui est mis à disposition. À son tour, toute réponse suppose également d'être posée en retour en adéquation avec la formulation de la question. Et chacune de nos langues témoigne à cette opportunité de sa cohérence. En l'occurrence, la langue française, en proposant le mot réponse, témoigne par exemple de sa cohérence. Elle agglomère deux mots d'origine latine, res, qui désigne la chose, et pons, qui signifie la possibilité de poser et peser à la fois, et elle suggère ainsi d'associer la réponse ou la response et la responsabilité, donc aussi le jugement, en rappelant que la première, la réponse, pose par avance ou a priori le cadre de la responsabilité et du jugement. À l'inverse, il n'est pas de mot équivalent en anglais, ne serait-ce que parce que la culture téléologique et conséquentialiste anglo-saxonne ne définit pas par avance ni la réponse, answer, ni la responsabilité, au mieux liability, ni les droits, right, mais qu'elle les envisage a posteriori et non pas a priori en fonction des circonstances d'un événement. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les juristes anglais nomment en ce sens un obiter dictum. Le débat initié par l'interrogation est donc biaisé quand les interlocuteurs recourent à deux langues différentes. Pour reprendre l'exemple précédent, dans le cas d'une conversation entre un locuteur français et un locuteur anglais, il y a forcément un malentendu qui suppose d'être analysé et arbitré préalablement, en l'occurrence opposer la responsabilité posée a priori à une responsabilité qui ne se nomme pas et se juge a posteriori peut être la source du malentendu, sinon celle de la querelle. Mais pourrions-nous dire qu'au-delà du thème de leur interrogation, quand les interlocuteurs recourent à deux langues différentes, ce sont les langues qui se parlent ou qui dialoguent autant que les interlocuteurs, puisque chacune suggérerait et contraindrait à la fois les manières de penser et les façons respectives de ces derniers de nommer. Oui, tout à fait. Pourquoi? Parce que le comment le dit-on est aussi important que dites-vous. Il y a un tour à la fois linguistique et phonétique, les Anglais évoquent un linguistic term, dans la façon de poser le comment et le possible de la réalité des choses qui contribue à la performance de la parole. Chaque langue contribue au débat universel du double point de vue de son enseignement et de la façon dont elle le dit, de sorte que chaque langue parle en réalité à l'autre dans un dialogue pluriculturel. Je m'explique. Chaque langue exprime une culture et pose à ce titre son propre paradigme. Dans le même temps, chacune de ces langues figure donc ce paradigme et ou ses prolégomènes, de sorte que ces deux langues parlent entre elles, en confrontant à la fois leurs principes philosophiques respectifs et les façons de les figurer. Quand la langue anglaise, par exemple, traduit les premiers mots de l'évangile de Jean par « In the beginning was a word », ou quand la langue française le traduit par « Au commencement était le verbe », chacune d'elles pose un paradigme avec ses propres mots. La première renvoie à un beginning, faute de nommer un commencement, et associe en ce sens le beginning de ce word à un début, donc au passage d'une forme à une autre. À son tour, la langue française nomme le verbe, cependant elle privilégie le commencement au début, et elle renvoie à ce titre à une origine. Suggérer que le paradigme culturel renvoie à un début, comme le fait la langue anglaise, conduit à l'assimiler au passage d'une forme à une autre, ce que les Grecs nommeraient une métamorphose, et conduit en conséquence à l'associer à la fois à un bord en amont et à un but en aval, d'où le début, forcément préexistant donc à une finalité téléologique ou conséquentialiste.
À l'inverse, suggérer d'associer ce paradigme à un commencement plutôt qu'à un début, comme le fait la langue française, conduit en revanche à l'assimiler à une naissance, donc à une origine ou à une source, et par voie de conséquence à une cause originelle, en l'occurrence ici en français le verbe, et à une transformation latine, donc différemment de ce que pose la langue grecque à l'opposé de la téléologie anglo-saxonne. Et chaque langue conjugue ou décline cette manière d'envisager la réalité et sa façon de la figurer, en témoignant ainsi de sa cohérence, qu'il s'agisse de la façon d'envisager l'être ou la parole. L'être des Français ne serait donc pas le to be des Anglais? L'homologie suggérerait le contraire. Mais une analyse préalable contredit cette homologie apparente. Le to be or not to be de Shakespeare n'est pas l'être ou ne pas être des Français. Le mot nommant le verbe to be des Anglais rappelle qu'il radicalise une grande majorité des mots de leur langue, destinés à nommer des étapes, des comportements, behavior, des jalons d'existence dans l'espace et dans le temps. To be renvoie à to be born, donc à une birth, comme entre autres au behave, become, because, believe, belong, back, before, beneath, beyond, above, et évidemment à un beginning, entre autres. Il témoigne en ce sens d'une cohérence propre à la langue des Anglais. Il nomme un beginning, rappelant à cette occasion qu'il renvoie au phénomène du bindu du mythe de l'Indus qu'il initialise, signifiant le début ou le bord de l'existence, à l'image du bébé, avec le même B, avec laquelle la langue sanscrite de l'Inde nomme logiquement Brahma et le distingue de Shiva et Vishnu. Et il suggère à ce titre d'associer le being, donc le gérondif, à un début et à un être en action, indépendamment ou indifféremment au trépas, à l'image du symbole mythologique boréen, avec un B, des Nord-Européens dont les divinités du crépuscule des dieux du Ragnarok sont mortelles et non immortelles, comme le sont les divinités symboliques grecques. À l'inverse, le mot nommant le verbe être, essentialiste des Français, rappelle, pour sa part, qu'il est radicalisé par la syllabe consonantique tr, tre, qui signifie symboliquement l'au-delà, très latin de la transfiguration, à l'instar de la transcendance, de la transformation, du trait, du trop, du trou, de la voire encore du transport, et à laquelle la langue française recourt en ce sens aussi pour nommer le futur, au-delà, ou l'entrée dans le temps de l'aventure ou de la progéniture, de la lecture et de la culture. Le mot être des Français s'inscrit à ce titre dans une perspective culturelle dualiste. Il donne à envisager combien le verbe naître des Français, énoncé avec cette syllabe tr, est lié au n'être pas, du trépas dans le temps, suggérant en ce sens le rapport de l'être au néanté, et il situe en conséquence l'autre comme un étranger dans l'espace. Comme on l'entend, l'entendement de l'homologie entre être et to be, suggéré de prime abord, ne résiste donc pas à l'écoute attentive et à l'analyse des signes ou des sons oraux employés pour les nommer. Leurs significations respectives, être et to be, traduisent et expriment en réalité deux points de vue culturels différents, sinon opposés. J'imagine donc que, en nommant le verbe, la langue française témoigne de sa cohérence avec sa façon de nommer l'être. En l'occurrence, la langue française fait preuve de sa spécificité en recourant à son héritage latin au détriment de son héritage grec. Nommer l'être conduit, à tort ou à raison, à associer celui-ci phonétiquement à une transcendance latine et à un au-delà, et suggère en conséquence une dualité. Descartes nommerait une substance qui se tiendrait sous ou au-delà de l'étendue de la réalité. Le mot verbe des Français s'inscrit alors dans cette perspective. Dit avec les mots de Thomas d'Aquin, il suggère en ce sens le verbe double du locuteur. D'une part, le verbe informel, d'abord, sans parole, est destiné à être signifié, supposant de la part du locuteur une appropriation préalable de l'informel précédant l'expression. D'autres évoqueraient ironiquement une idée reçue très platonicienne. Et le verbe expressif, ensuite, donc au-delà du verbe informel, destiné lui à formuler le signifiant. Le verbe de la parole vocale formalisé à l'occasion de l'expression, verbum vocis. La langue française témoigne là encore à cette occasion de sa spécificité. Elle associe significativement et phonétiquement de ce point de vue la vibration du langage à la singularité de la vie de Ève, à la vitalité de Vesta, en permettant d'ouvrir le débat quant au commencement, et non pas au début, de la manifestation orale. Elle suggère la possibilité de nommer ce commencement avec le mot verbe, parce que la vie serait à l'origine, ou causerait les débuts de la parole, à la différence des langues nord-européennes et de l'anglais qui ignorent le verbe, et assimilent ou confondent plusieurs concepts en se suffisant d'un speech,
désignant la parole exprimée, ou d'une Die Sprache, désignant la faculté ou la capacité de parler, par définition hors verbe, et en négligeant l'origine verbale. Je crois que je comprends bien, mais il me reste quand même une question pour tâcher de surmonter mon scepticisme. Qu'est-ce qui nous autorise à valider la signification du gramme ou de son oral B que les langues anglaises et françaises emploient l'une et l'autre pour nommer respectivement le verbe to be et le verbe? D'abord, il n'est pas de saine curiosité sans scepticisme, et donc il faut être sceptique. Et pour répondre à cette question, prédire n'est pas expliquer, et nous aurons l'occasion d'y revenir plus tard. Pour l'instant, et pour y répondre, un double constat s'impose. La tradition indienne nomme en sanskrit avec le mot bindu le point infiniment petit dans l'espace et dans le temps, où et quand l'informel prend forme. Soit dit en passant, ce bindu n'est pas très éloigné de notre Big Bang contemporaine. Et l'Inde nomme à sa suite depuis et significativement, avec la consonne d'attaque initialisant ce mot, l'arbre de la bodhi des bouddhistes. Toutes les traditions, comme c'est la tradition indienne, renvoient dans le même esprit et à la même signification de ce son oral B. Entre autres, pour prendre des exemples, l'Égypte nommait l'âme Wab et nommait Bess le symbole grimaçant de l'enfantement. La Perse nommait le Bundaïshin, comme les Hébreux le Bereshit, la bête de Bethléem ou le Tohu Bohu de Moïse. L'araméen nommait Abba, que nous traduisons par père, ou bien encore les Boréens nommaient leur père fondateur Bouri et Bor. Toutes les langues suggèrent en ce sens d'associer ce son oral B au bow des Anglais qui donne dès le début l'impulsion nécessaire au lancer de la flèche A ou au bouleversement et au bord des Français qui précèdent la catastrophe de la forme. Et à ce titre, notre alphabet en fait d'ailleurs tout aussi significativement sa première consonne et la philosophie aussi bien la consonne dominante de l'absolu que celle de la forme de l'objet. Ah oui, je comprends mieux. Et sur quoi portera notre prochain podcast? Eh bien, de l'opportunité de ce débat parce que c'est, je crois, le moment du débat. Merci d'avoir écouté cet épisode de cette série Ce que parler veut dire, des podcasts pour comprendre les manières de parler et les façons de dire. À très vite pour un nouvel épisode.